Deuxième émission avec vous, Rebecca Shankland, sur l'éloge de l'interdépendance. Je rappelle que vous êtes psychologue, spécialiste des compétences socio-émotionnelles, connue pour vos travaux universitaires sur la gratitude. Avec le psychiatre Christophe André, vous venez de faire paraître un livre intitulé « Ces liens qui nous font vivre ». Alors, quand vraiment commencent ces fameux liens relationnels dès la naissance ou peut-être même dès la vie intra-utérine, non ? Oui, très certainement, dès la vie intra-utérine, mais elle est plus difficile à étudier, en tout cas sur le plan de la psychologie. Donc, les travaux se sont essentiellement intéressés à la relation d'attachement qui survient après la naissance. Et effectivement, en France, on a encore une représentation un peu à l'ancienne, on va dire, concernant cette question d'attachement. On a peur que les parents et les enfants soient trop attachés. On a peur de la fusion mère-bébé, etc. Donc, on a souhaité écrire ce livre vraiment pour mettre en évidence l'importance du lien d'attachement, qui n'est pas une entrave au développement de l'autonomie, mais qui, au contraire, est un fondement pour le développement de l'autonomie. C'est-à-dire que plus cet attachement va être solide, plus l'enfant pourra ensuite voler de ses propres ailes. Pour vous donner un exemple, il y a une étude qui a été menée auprès de jeunes mamans. Donc, à la moitié d'entre elles, les chercheurs avaient offert un porte-bébé. Ils leur ont dit, le plus possible, vous allez porter cet enfant sur vous. Et puis, à l'autre moitié des mamans, ils ont offert un transat et leur ont dit, le plus possible, vous le mettez dans le transat pour qu'il puisse développer cette autonomie plus rapidement. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en suivant ces familles pendant 1 an et demi, 2 ans, donc après l'acquisition de la marche, les enfants qui avaient été davantage portés par leurs parents étaient ceux qui avaient plus de facilité à s'autonomiser, c'est-à-dire à partir dans la pièce d'à côté, à s'éloigner de leurs parents sans que ça génère de l'angoisse. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'une croyance fausse qu'on peut avoir lorsqu'on est parent ou professionnel par rapport à cette question de la proximité physique avec l'enfant. On se souvient des fameux travaux, mais anciens, de John Bowlby, qui parlait déjà de ces liens d'attachement. On parlait de liens d'attachement sécures, ce qui veut dire comme solide, comme vous venez de dire. Hein. Mais il y avait aussi des liens d'attachement qui pouvaient être un peu trop fusionnels, ou des liens d'attachement qui pouvaient être au contraire évitants, on appelait ça. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce c'est encore d'actualité ou c'est plus d'actualité ? Oui, c'est tout à fait d'actualité. Alors, Bowlby n'a pas parlé justement des liens fusionnels. Il y a l'attachement sécure, ou sécurisant, solide, qui est effectivement celui qu'on va essayer d'établir entre parents et enfants. Et il y a ensuite d'autres formes d'attachement qui sont justement insécures, c'est-à-dire où l'enfant n'a pas pu trouver une base suffisamment sécurisante. Donc, soit il va être dans l'ambivalence, soit dans l'évitement. Sachant que dans tous les cas, l'enfant va pouvoir se développer. Hein. Il y a une partie de la population qui n'a pas pu établir ce lien d'attachement sécurisant, mais par la suite, ils ont pu développer un lien d'attachement sécurisant avec d'autres personnes. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi les tuteurs de résilience, en référence aux écrits de Boris Cyrulnik, où on peut développer un lien de confiance suffisant qui permet de créer la confiance en soi, la confiance en l'existence et donc de pouvoir se développer au mieux. Mais qu'est-ce que c'est vraiment des parents, des bons parents ou assez bons parents pour qu'il y ait ce lien d'attachement qui soit sécure, solide, sécurisant ? Alors, au niveau des conditions qui favorisent cet attachement sécurisant, une des premières conditions, finalement, c'est le temps accordé à l'enfant et notamment un temps de qualité, c'est-à-dire une attention non divisée. On observe aujourd'hui, notamment avec l'arrivée massive des écrans, que l'écran peut finalement faire écran à la relation. Par exemple, chez le jeune enfant ou chez le nourrisson, il y a des dispositifs qui ont été développés pour pouvoir installer le smartphone sur le biberon. Et donc, pendant qu'on donne le biberon, on peut regarder ses textos, etc. Et même donc, en donnant le sein, hein. Oui, peut-être même. Et donc, là, effectivement, on est en train d'entraver la relation entre le parent et le bébé. Et donc, on ne permet pas ce temps d'attention non divisée qui favorise la découverte mutuelle, la compréhension de l'autre, l'empathie. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une condition préalable. Il y a des recherches qui ont été menées sur cette question-là, même chez l'enfant plus âgé. Le simple fait d'être capable d'offrir 10 minutes d'attention non divisée chaque jour à l'enfant
a un effet important sur l'attachement sécurisant et sur la prévention des conduites à risque au moment de l'adolescence. Donc 10 ans après les études qui ont été menées, on voit qu'il y a un effet de ces programmes qui ont cherché à améliorer la qualité de présence du parent envers son enfant. Donc sans téléphone. Exactement. Donc, ce temps d'attention non divisé, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'éplucher les légumes, d'accrocher le linge ou d'envoyer des textos. On est juste là, on s'assoit à côté de l'enfant et on est disponible pour lui, donc à l'écoute. Mais c'est pareil pour un couple ou entre amis? Exactement, tout à fait. On est parfois surpris de voir des amis qui se retrouvent, puis chacun est sur son téléphone et on se demande comment se passe cette interaction et cette attention pleine pour l'autre. Et c'est la raison pour laquelle dans notre ouvrage avec Christophe André, on a aussi mis en évidence comment les pratiques de pleine conscience, donc qui développent cette capacité d'écoute attentive, de présence, de pleine présence à l'autre, comment ça améliore la qualité de la relation, donc non seulement l'attachement à l'enfant, mais par la suite dans les relations d'adultes. Mais cette pleine présence, elle peut être aussi donnée par un grand-père, une grand-mère ou quelqu'un d'autre? Complètement, tout à fait. Donc, on ne dit pas que c'est seulement la maman, par exemple, parce qu'il y a eu des fausses croyances aussi qui pensaient qu'il n'y avait que la mère qui pouvait jouer ce rôle au niveau de l'attachement sécurisant. Heureusement, c'est pas le cas. Heureusement, d'ailleurs, plus l'attachement peut se développer avec plusieurs adultes, plus ça va offrir une base solide pour l'enfant. Donc, on a tout intérêt à déployer des relations d'attachement sécurisantes avec d'autres adultes. Alors, quel est le rôle de la fameuse ocytocine ? Alors, l'ocytocine, on dit que c'est l'hormone de l'attachement et c'est effectivement celle qui va être sécrétée au moment de l'accouchement, au moment de l'allaitement, etc. et qui va favoriser finalement une orientation de l'attention vers l'autre, des gestes davantage d'affection, d'attention, grâce à cette hormone. Donc, on considère que c'est l'hormone de l'attachement. Mais quelqu'un qui prend par exemple un nourrisson dans les bras et qui n'est pas spécifiquement sa mère peut aussi développer l'ocytocine ? Complètement. Et d'ailleurs, par exemple, les papas, même si eux-mêmes n'ont pas mis au monde l'enfant, quand ils prennent l'enfant après la naissance, ça va générer aussi cette sécrétion d'ocytocine. D'où l'importance aussi de peau à peau, enfin je sais pas comment il faut s'exprimer, c'est ça? C'est exactement ça, et d'ailleurs cet effet du peau à peau agit non seulement sur la sécrétion d'ocytocine et donc sur le lien d'attachement, mais aussi sur la santé physique. Par exemple, pour le nourrisson, les nourrissons qui sont nés prématurément sont des nourrissons particulièrement à risque de décès prématuré, et lorsqu'on propose des dispositifs kangourous, ce qui est aujourd'hui le cas en France, mais pas encore dans le monde entier, c'est-à-dire où le nourrisson est peau à peau avec son parent la plupart du temps, plutôt que d'être dans un incubateur où il est à l'abri des microbes, etc., mais pas en contact peau à peau, ça diminue de 40% la mortalité, ce dispositif où on est peau contre peau. Donc ça a vraiment des effets très importants sur la sécurité affective, mais aussi sur la santé physique. Si l'enfant a un attachement sécure, solide, est-ce que ça a des liens pour la sociabilité future ? Oui, complètement. Et d'ailleurs, une des craintes par rapport à cette question de l'attachement ou de la fusion entre un parent et son bébé, c'est que les professionnels pensent que par la suite, ça va empêcher la socialisation de l'enfant. Et donc, on se dit, il faut que l'enfant apprenne le plus tôt possible à se détacher. Finalement, il faut couper le cordon pour qu'il puisse se socialiser. En fait, les recherches montrent le contraire, c'est-à-dire que plus l'attachement est solide et sécurisant avec son parent, donc un attachement fort qui passe par notamment une proximité physique dans les premiers âges de la vie, plus ça va permettre de développer des compétences relationnelles telles que l'empathie, telles que la régulation de ses émotions. Et donc, ça favorise une meilleure qualité des relations. Donc, c'est vraiment un atout pour la suite. Par exemple, dans une autre étude sur le dispositif kangourou, donc les bébés prématurés qui ont été peau contre peau pendant les premiers âges de leur vie, on montre aussi que par la suite, ça améliore la qualité de la régulation des émotions et des comportements. Donc ça augmente la capacité à mieux gérer son quotidien et donc ça facilite la qualité des relations.
Rebecca Shankland, nous parlons donc de l'interdépendance, là spécifiquement entre les enfants et les parents. Donc, tout est une question encore de justesse. Alors, comment être interdépendant et en même temps développer l'autonomie de l'enfant ? Alors exactement, parfois on a tendance à croire qu'il y a une opposition entre attachement et autonomie, alors que finalement l'attachement sécurisant est une base qui va permettre le développement de l'autonomie. Mais il ne faut pas non plus partir dans l'excès inverse, c'est-à-dire l'attachement sécurisant implique aussi l'autre mouvement qui est l'accompagnement de l'exploration. Et donc un parent qui est surprotecteur, qui va toujours anticiper à la place de l'enfant, n'est pas non plus l'idéal. Donc il y a cet équilibre à trouver entre être cette base de sécurité pour un enfant en détresse, donc s'il est en difficulté, il va venir se consoler auprès du parent, et en même temps permettre le développement de l'enfant au travers de l'exploration de l'environnement, où on va le laisser se confronter à des situations difficiles, puisque c'est ça qui va l'aider aussi à développer ses compétences. Donc il y a à la fois le besoin d'une base de sécurité et le besoin de développer des nouvelles compétences et d'explorer des nouveaux univers. Alors que faire par exemple face à des émotions dites négatives comme la tristesse ou la colère, la peur, l'envie, toutes ces questions-là ? Oui, alors parfois en tant que parent ou en tant que professionnel, on se dit si on laisse l'enfant se dépatouiller avec ses émotions difficiles, il va apprendre plus rapidement à les gérer. Donc on nous dit, quand on est parent, on dit il faut le laisser pleurer, comme ça petit à petit il va s'habituer, il aura moins besoin de pleurer. Dans les faits, en tout cas au niveau des recherches, c'est plutôt le contraire qui a été montré, c'est-à-dire que l'enfant apprend d'abord à travers la co-régulation. On va réguler ensemble ses émotions difficiles. Donc un parent va prendre l'enfant contre lui et les rythmes cardiaques vont s'harmoniser, c'est-à-dire que l'enfant va bénéficier de l'apaisement du parent pour pouvoir s'apaiser. Et petit à petit, il va apprendre à fonctionner de cette manière-là par lui-même. Donc, c'est d'abord à travers une co-régulation du rythme cardiaque, de la respiration, grâce au toucher, à la présence de l'autre, à la voix rassurante du parent qu'il va réguler l'émotion. Mais ça va lui permettre de développer ensuite ses compétences par lui-même, de manière contre-intuitive. On pourrait se dire, il va devenir dépendant de cette co-régulation. Mais en fait, l'enfant naît prématurément, c'est-à-dire il n'est pas fini, le cerveau de l'enfant n'est pas terminé, il n'est pas construit complètement, donc il arrive très vulnérable finalement, c'est l'enfant de l'homme en tout cas, comparé au nouveau-né dans d'autres espèces, et donc on doit vraiment contribuer à la finalisation de cette construction en co-régulant dans un premier temps. Donc, les recherches montrent que lorsque les parents ont davantage pris l'enfant dans les bras, par exemple, pour calmer les pleurs, cet enfant aura plus de facilité par la suite à réguler par lui-même ses émotions. Mais jusqu'à quel âge ? Alors oui, ça c'est une crainte qu'on peut avoir en tant que parent. On s'imagine après le Tanguy qui ne quitte plus la maison, etc. Dans les faits, c'est très rare. Et ce qu'on constate plutôt, c'est que justement, quand l'attachement a été suffisamment sécurisant, l'enfant n'a pas du tout de difficulté à réguler ses émotions, à quitter le nid. Oui, donc, mais je pensais aussi à réguler ses émotions. On prend un enfant dans les bras, par exemple, parce qu'il vient de piquer une colère. Certains peuvent appeler ça aussi un caprice. Alors, je sais pas, est-ce que dans le mot caprice, il y a trop de jugement peut-être ? On va dire, il est en colère. On va le prendre dans les bras, mais jusqu'à quel âge on va faire ça ? Alors, en fait, ça va dépendre des enfants. Il y a des enfants qui vont pas du tout aimer qu'on les prenne dans les bras quand ils sont en colère. Donc, il n'y a pas de règle par rapport à ça. On sait plus par rapport à la détresse, donc à la tristesse qu'on va prendre dans les bras. Pour la colère, en fait, on propose d'autres approches. Alors, une première, c'est l'enfant apprend essentiellement par imitation. Donc, nous, en tant que parents, on a tout intérêt à montrer des exemples de régulation des émotions telles que la colère. Et en général, on n'est pas des très bons exemples. Si je repense à des situations où, par exemple, les enfants font du bruit, alors je leur dis gentiment « taisez-vous, chut, etc. » Puis au bout d'un moment, ils ne se taisent pas et je commence à crier dessus en disant « mais arrêtez maintenant !» Donc voilà, typiquement, on n'est pas des très bons exemples. Donc, une première étape, c'est apprendre nous-mêmes à réguler nos émotions et ne pas hésiter à le formuler, c'est-à-dire à expliciter à l'enfant comment on fait.
Donc, pour vous donner un exemple concret, pour réguler ses émotions, une manière, ça peut être momentanément de sortir de la situation. Donc, de dire, là, je sens que ça va déborder, je vais aller 5 minutes dans ma chambre et je reviens ensuite. Voilà, donc on explicite les processus qu'on met en œuvre pour soi. Et du coup, l'enfant peut faire la même chose. Donc, ce qui est arrivé, par exemple, à mon fils, lorsqu'il avait moins de 3 ans, j'avais proposé cette façon parce que donc moi j'étais fatiguée, je rentrais fatiguée du travail, tous les enfants arrivaient en même temps, chacun pour demander une réponse à ses besoins, ses devoirs, etc. Et donc, je leur avais expliqué ça. Et mon fils, donc moins de 3 ans, il construisait sa tour. Et quand ça tombait, en général, ça le mettait beaucoup en colère. Donc, il se mettait à lancer les objets. Donc, on avait essayé de lui expliquer qu'il fallait pas faire ça. Et ce jour-là, donc, il fait tomber sa tour. Et là, je me dis, mince, il va se passer quelque chose. Il va lancer l'objet. Je vais le voir. Est-ce que tu as besoin d'aide? Et il me dit... Non, je vais aller un petit peu dans ma chambre. Donc, en fait, ils se saisissent vraiment des outils que nous-mêmes, on utilise pour peu qu'on les utilise vraiment et qu'on les explicite. Donc, il y a vraiment ce travail-là de transmission des compétences émotionnelles. Plus l'enfant grandit, plus ça va être de cet ordre-là et pas simplement en le prenant dans ses bras. Donc, ça, c'est vraiment pour le bébé. Et que faire, par exemple, quand un enfant n'aime pas perdre au jeu ? Alors oui, c'est une bonne question. Donc ça joue à la fois sur la frustration, la colère parfois. Je dirais, d'une manière générale, et c'est le cas dans cet ouvrage, on ne donne pas des conseils tout faits. Donc, dans chaque situation, ça va être différent. Et nous, on se focalise plutôt sur les situations où ça ne se produit pas. Qu'est-ce qui permet ça? Donc, par exemple, imaginons cet enfant-là, il a l'habitude de toujours s'énerver quand il perd. Et puis, ce jour-là, il ne s'est pas énervé. Et donc, on va aller explorer avec lui qu'est-ce qui a permis ça, sur quoi il s'est appuyé pour pas s'énerver, à quoi il a pensé, qui lui a fait dire que finalement, ce qui compte, c'est le jeu, c'est pas tellement d'avoir gagné, etc. Donc, on va tisser à partir des compétences de l'enfant plutôt qu'à partir de ses déficits et de ce qu'il n'arrive pas à faire ou de ce qu'il fait mal. Et donc ça, il y a vraiment beaucoup de travaux aussi au niveau de l'école, mais dans les familles, qui montrent que lorsqu'on se centre, lorsqu'on porte son attention à ce qui fonctionne bien chez l'enfant et qu'on valorise ces dimensions-là, l'enfant arrive à faire plus de ça. Alors que si on se focalise sur ce qu'il fait mal, ce qu'il n'arrive pas à faire, il va baisser les bras. Donc, dans cet ouvrage, on présente vraiment les travaux qui vont dans le sens de comment on peut accompagner l'enfant au mieux pour développer ses compétences sur la base de ce qu'il sait déjà faire. Alors, vous parlez d'école, on en avait parlé aussi dans l'émission précédente, mais est-ce que vous pensez que le lien d'attachement est important aussi dans l'école ou il vaut mieux une saine distance ? Oui, c'est une très bonne question puisque ça revient beaucoup. C'est une question taboue encore dans l'éducation où les enseignants ont appris et puis essayent de se convaincre du fait que il faut garder cette juste distance avec les élèves et ne pas rentrer dans l'affectif. Donc l'affectif, c'est une sorte de gros mot qui doit rester à la porte de l'école. Et donc, on va essayer d'enseigner uniquement avec la dimension rationnelle sans faire rentrer de l'affectif. Alors d'une part, c'est pas possible et d'autre part, ce n'est pas souhaitable parce qu'en fait, il y a 3 besoins psychologiques fondamentaux chez l'enfant qui ont été étudiés depuis plus de 40 ans au niveau des familles et au niveau de l'éducation à l'école. Le premier besoin, c'est le sentiment d'autonomie, donc d'où l'importance d'accompagner cette exploration, donc le sentiment d'être acteur, d'être auteur de ses choix. Deuxième besoin, c'est le sentiment de compétence. Donc là, tout le travail qu'on fait pour identifier les compétences de l'enfant plutôt que ses déficits, ça va être très important. Et le troisième, c'est le besoin de proximité relationnelle. Si l'enfant ne se sent pas accueilli tel qu'il est, ne se sent pas intégré au groupe, il ne peut pas s'investir dans les apprentissages. Donc il y a vraiment, c'est au cœur finalement de l'accompagnement au cours de la scolarité, de permettre de créer un climat favorable aux apprentissages qui passe par ce lien de confiance
de l'enseignant à l'élève. Et d'ailleurs, personnellement, chacun d'entre nous a sûrement beaucoup d'exemples de cas où soit un enseignant justement était très distant et on a décroché de la matière, soit au contraire, on a trouvé que l'enseignant nous considérait, nous prenait en compte en tant que personne et on a eu envie de s'investir alors qu'a priori, c'était pas forcément une matière qui nous passionnait. Donc l'enseignant joue un rôle très important à travers cette relation. Alors, on parlerait pas d'attachement, mais cette relation affective dans l'école. Certains enseignants même se mettent à l'entrée de leur classe et saluent personnellement chaque enfant qui rentre. Oui, exactement. Donc ça, c'est une dimension qui va permettre d'agir sur le sentiment d'intégration, d'inclusion, d'acceptation et d'accueil. Il y avait un témoignage d'un jeune qui avait justement, qui était en décrochage finalement. On lui a conseillé de s'orienter vers une filière plus professionnelle. Et là, dans la filière professionnelle, les enseignants ont dit « mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il a complètement le potentiel pour être dans une filière générale. » Et lorsque la maman a demandé à ce jeune « mais alors, comment ça se fait que là, tu y arrives si bien et avant, tu n'y arrivais pas ?» Il a dit « dans la classe avant, j'étais « et toi là-bas ». Et dans cette classe ici, je suis Pascal. Donc voilà, c'est vraiment pour dire à quel point la prise en compte de l'autre, la considération de l'élève en tant que personne est essentielle pour la motivation et l'engagement dans les apprentissages. Alors pour terminer cette émission, Rebecca Shankland, dans votre livre, vous parlez d'une métaphore, la métaphore du foyer. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la métaphore du foyer, c'est l'idée que la relation, finalement, c'est une sorte comme un feu où on peut venir se réchauffer et qui va permettre d'offrir les conditions pour qu'on puisse se développer au mieux. Donc la chaleur humaine, c'est important. C'est ça, tout à fait. Un grand merci, Rebecca Shankland. Nous nous retrouvons la fois prochaine pour parler tout spécifiquement de la relation dans le couple. À bientôt. Au revoir.